Les résultats provisoires du référendum du 18 juin dernier, proclamés ce vendredi après-midi par l'autorité indépendante de gestion des élections, selon l'EJ, 97% de oui contre 3% de non, avec un taux de participation de 39,40%. Mamari Kone, dès le début de ce journal, nous fera le point. Fin de la session d'avril du Conseil national de transition avec 3 projets de loi soumis à l'approbation de ses membres. Fousseïnou Tunkara nous donnera plus de détails. Moutons et kits alimentaires pour 200 veuves du camp de Kati, une action qui entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition à quelques jours de l'Aïd el-Kébir aux fêtes de Tabaski. La campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés et insecticides est effective. Sur le territoire national, la première phase va concerner 5 régions, Sikasso, Koulikoro, Kaï, Mopti et Ségou. Nous sommes vendredi 23 juin. Merci de votre présence et bonsoir à tous. Les résultats provisoires du référendum du 18 juin dernier, proclamés ce vendredi après-midi par l'autorité indépendante de gestion des élections. Selon l'EJ, 97% de oui contre 3% de non, avec un taux de participation de 39,40%. Mamari Kone nous fait le point. Suivons ensemble. La proclamation des résultats provisoires du référendum du 18 juin 2023 a été effectuée conformément aux articles 150 et 151 de la loi électorale. Pendant 5 jours, la commission de centralisation a dépouillé les procès-verbaux de l'ensemble des bureaux de vote. Après un bref rappel du processus de centralisation et la méthodologie de travail, l'EJ a proclamé les résultats provisoires. Sur les 8 463 084 électeurs inscrits, 3 334 531 ont voté, soit un taux de participation de 39,40%. Les oui l'emportent avec 97% contre 3% au non. Sur les 24 416 bureaux de vote, le scrutin n'a pas pu se tenir dans 1121 bureaux de vote. Scrutin du 11 juin 2023. Vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité. Inscrits 78 941. Votants 57 654. Bulletins nuls 609. Suffrage exprimé 57 045. Taux de participation 73,03%. Répartition des voix. Oui, 53 586. Pourcentage 93,94%. Non, 3 456. Pourcentage obtenu 6,06%. Total 57 042 voix. Pour un total, bien sûr, de 100%. Scrutin du 18 juin 2023, inscrits 8 463 084 électeurs. Votants 3 276 877. Bulletins nuls 26 520. Suffrage exprimé 3 257 357. Taux de participation 38,72%. Répartition des voix. Oui, 3 154 644. Pourcentage obtenu 97,06%. Non, 95 725. Pourcentage obtenu 2,94%. Total 3 250 369. Pour un pourcentage bien sûr de 100%. Scrutin global du référendum. Inscrits 8 463 084 électeurs. Votants 3 334 531. Bulletins nuls 27 129. Suffrage exprimé 3
367 402. Taux de participation, 39,40%. Répartition des voix. Oui, 3 208 230. Pourcentage, 97,00. Et le non, 99 181. Pourcentage, 3,00. Total, 3 307 411 pour un pourcentage de 100%. Le mandataire national du UI se réjouit des résultats obtenus et invite l'ensemble des Maliens à s'impliquer davantage pour la réussite du reste du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Je remercie toutes les Maliennes, tous les Maliens, les citoyennes et citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur, sans exclusive, pour leur participation massive au référendum. Si le oui a remporté à 97%, un peu moins de 98%, c'est vraiment les leurs, c'est leur victoire. Bonheur pour le Mali face à la communauté internationale et face à elle-même. Et cela nous interpelle. Ça nous appelle maintenant, à partir de maintenant, à retroucher les manches pour les scrutins prochains, pour que le Mali rentre dans le concert des nations. Malgré toutes les tentatives, le courant du non n'a pas voulu se confier à notre micro. Le président de l'EJ a adressé une mention spéciale au ministère de l'administration territoriale pour son appui. Les résultats provisoires ainsi proclamés seront publiés bureau de vote par bureau de vote sur le site de l'EJ conformément à la loi électorale. Ils seront immédiatement transmis à la Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour proclamer les résultats définitifs du scrutin référendaire. Fin de la session d'avril du CNT. 3 projets de loi ont été soumis aujourd'hui à l'approbation du Conseil national de transition. Les commissions saisies au fond sont celles en charge de la justice et du développement rural. Une journée de vote qui marque, comme je viens de le dire, la fin de la session d'avril du CNT. Fousseini Tunkara, reportage. À l'entame de cette journée de vote, les membres du CNT ont porté d'abord la réflexion sur le projet de loi portant statut des experts judiciaires au Mali. Après un temps de débat autour du projet, il a été décidé de le renvoyer pour complément d'information à la session à venir. Adopté en Conseil des ministres lors de sa séance du 7 juin 2023 sur proposition du ministère en charge des Affaires étrangères, le projet de loi autorisant l'accord de prêt signé à Djeddah était aussi à l'ordre du jour. À travers cet accord, la BID met à la disposition du Mali plus de 444 millions de francs CFA. Le projet passe devant le ministre du Développement rural avec 127 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Pour qu'il y ait un bon rendement, il faut que le sol soit fertile. Et pour qu'il soit fertile, il faut vraiment l'étudier et voir qu'est-ce qu'il faut compenser, qu'est-ce qui manque au sol. Et c'est ce projet-là qui va régler ces problèmes. C'est des décennies maintenant que le Mali cherche à trouver un partenaire pour aller en profondeur sur ses recherches. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est l'oxygène qui a été apporté à la sécurité alimentaire au Mali et les paysans, Inch'Allah, vont ressentir cela. Il faut noter que le Mali est le premier pays à monter ces projets, à l'expérimenter et à faire des produits là-dessus. Le troisième projet soumis à l'accord des membres du CNT est le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Une proposition acceptée à l'unanimité des votants du jour. Cette séance plénière marque la fin de la session d'avril de l'organe législatif de la transition. Une occasion pour le colonel Malick Diaw de rappeler le contexte dans lequel cette session s'achève. Sa clôture, comme vous le savez, a lieu à un moment où le Mali cherche à se doter d'une nouvelle loi fondamentale. L'engouement qu'a suscité le projet de constitution auprès de nos compatriotes, matérialisé par leur vote massif au référendum du 18 juin 2023, présage d'un excellent départ pour la 4e République du Mali. C'est l'occasion de remercier chaleureusement l'ensemble des Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour avoir répondu à l'appel du Mali et à celui du président de la transition, chef de l'État, le colonel
Assimi Goïta. La réussite du scrutin référendaire a démontré à suffisance la capacité pleine et entière des autorités de la transition à organiser convenablement les futures séances électorales. Le colonel Malick Diao souligne aussi de passage son constat relatif à l'évolution du processus transitoire. Il y a lieu simplement de noter avec bonheur que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, la transition malienne continue de maintenir fermement son cap au triple plan sécuritaire, politico-institutionnel et socio-économique. C'est en tout cas l'heureux constat que nous pouvons faire de l'évolution de la transition et de l'actualité du pays au cours des 3 mois qu'aura duré notre session. En effet, l'assassination des forces de défense et de sécurité se poursuit. La Comatex a repris du service, l'usine malienne des produits pharmaceutiques est relancée, le trafic ferroviaire a repris, d'autres importantes infrastructures sont en chantier et j'en passe. Il est vrai que nous ne sommes pas encore à l'ère du bilan, mais nous pouvons nous permettre de penser objectivement que le meilleur pointe déjà à l'horizon pour le Mali et pour le peuple malien dont nous saluons la résilience et la bravoure. Pour le reste du processus, le président du CNT a rappelé la détermination de son institution à œuvrer constamment pour l'affirmation de la souveraineté nationale ainsi que l'instauration de la paix et du vivre ensemble dans notre pays. Et toujours au CNT, l'occasion était opportune pour le colonel Malick Diao de rappeler le contexte dans lequel cette session s'achève. Écoutons-le au micro de Fousseini Tounkara et Aboubakar Traoui. La session a enregistré l'adoption d'une trentaine de lois. Les lois votées ont concerné également des créations de services dans plusieurs secteurs, particulièrement des industries avec la Comatex et l'usine malienne des produits pharmaceutiques, dans les domaines des transports et de la sécurité routière, de la culture, des droits de l'homme, des eaux et forêts, de la défense, de la poste, ainsi que dans le domaine de la gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Elles ont permis enfin d'apporter des modifications au statut général des militaires, au statut de la magistrature, au code de procédure pénale et à l'organisation judiciaire. Au cours de la session, nous nous sommes employés à finaliser la relecture de notre règlement intérieur. Dans le cadre de son application et pour conforter le fonctionnement de l'institution, le bureau du CNT et les bureaux des commissions ont été remembrés. Au chapitre de la diplomatie parlementaire, le CNT a pris une part active aux activités de certaines organisations interparlementaires dont le Mali est membre. La session qui s'achève a été l'occasion pour le Conseil national de transition, à travers sa déclaration du 18 mai 2023, de réagir au rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies sur les événements survenus à Moura. Il en est ressorti notamment que ce rapport atypique, truffé d'incohérences et de contre-vérités, n'est en réalité que le reflet de la volonté de certaines puissances impérialistes de vouloir continuer à discréditer et assujettir notre pays. Nous avons également adopté une autre déclaration pour renouveler toute notre solidarité avec le communiqué numéro 55 du gouvernement de la transition en date du 16 juin 2023, communiqué par lequel les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai, oui, je dis le retrait sans délai de la MINUSMA. Que Dieu, dans sa miséricorde, préserve nos populations, nous comble de ses bienfaits dans un Mali fort, uni et en paix.
Ouverture officielle ce vendredi matin à Bruxelles des travaux de la 63e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le Mali est présent à ces travaux à travers une forte délégation du Conseil national de transition CNT conduite par son premier vice-président Assarid Ag Imbarkawan que je vous propose d'ailleurs d'écouter au micro de Djara Djakiti. Au cours de l'APP de 2010 en République démocratique du Congo, nous avons accepté d'inscrire ce point à l'ordre du jour pour un débat entre nous et les Européens. Mais nous nous sommes réunis en tant que groupe ACP et nous avons décidé de ne pas participer au débat. On était dans la salle, mais aucun d'entre nous n'a pris la parole pour dire ce qu'il pense de cette histoire d'orientation sexuelle. Et on était avec tous les Européens. Donc aujourd'hui, pourquoi on fait un débat autour de ça? Personne ne peut nous obliger parce que nous voulons coopérer avec des gens. Personne ne peut nous obliger à violer nos cultures, à violer nos religions, à violer nos habitudes. Ça, nous devons le refuser absolument. Et ce jour-là, aucun membre, aucun parlementaire des ACP n'a dit un mot dans la salle. D'ailleurs, en cela, nous avons été aidés par les parlementaires conservateurs européens. Donc je dois vous dire simplement qu'en ce qui concerne l'orientation sexuelle, ça nous regarde nous. Ce n'est pas parce qu'on veut coopérer avec un pays que nous avons dénié nos cultures, nos habitudes, nos valeurs. Non. Vraiment, il faut que les Européens respectent nos indépendances nationales. Il faut qu'ils respectent nos États. Il faut qu'ils respectent nos valeurs. Donc cela ne doit pas faire l'objet d'un débat. Voilà, le premier vice-président du CNT qui prend donc part à Bruxelles aux travaux de la 63e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et le premier vice-président accompagné d'une délégation du Conseil national de transition. Retour donc au Mali, direction Ségou, où la formation des jeunes recrues de la 4e cohorte du service national des jeunes, SNJ, se déroule normalement. Le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne était sur le site ce vendredi à Bafou, Kandesila, Karamoko Traoré, reportage. Ils sont 275 jeunes, dont 24 filles recrues, qui reçoivent 3 ministres du gouvernement, venus s'inquérir de leurs conditions de formation au centre d'instruction de Bafou. Ces jeunes, qui constituent la 4e cohorte du service national des jeunes, sont composés de personnes vivant avec un handicap, des enseignants-chercheurs et des auditeurs de justice. De façon générale, la formation se déroule normalement. Après les pairs, les appréhensions du centre, je crois que les recrues se sentent très bien à l'aise ici au centre. Et je crois qu'il y a un très bon état d'esprit et tout se passe bien. Cette visite ministérielle s'inscrit donc dans le cadre de l'exécution des instructions de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, nous demandant de veiller rigoureusement au bon déroulement de votre formation. Cet intérêt sous-tend d'ailleurs la présence à mes côtés de mes collègues ministres, qui, j'en suis sûr, partagent ce sentiment de fierté de vous revoir avec un mental d'acier. À peine 2 mois de formation, les notions relatives, entre autres, au règlement du service de l'armée, démontage et remontage des armes sont pratiquement maîtrisées par les recrues. Je suis très content d'être là, surtout de représenter la communauté des personnes qui vivent avec un handicap. On peut tous contribuer au bien-être du développement de ce pays. Nous sommes ici il y a 2 mois de cela et nous avons beaucoup appris. On a appris pas mal de choses et maintenant nous avons l'amour de la patrie. Bien vrai qu'on avait déjà cet amour, mais ça se manifeste davantage chaque jour. Déjà, c'est une initiative qui valorise la jeunesse. Et ce que je vois, ça rassure. Cette transition, c'est la transition de la jeunesse et nous allons l'accomplir avec fierté. Et les attentes demeurent multiples vis-à-vis de ces jeunes qui sont appelés à être des futurs cadres de l'administration malienne. J'avoue qu'après les avoir vus à l'œuvre, je suis vraiment satisfait et très fier de tout ce que j'ai vu. J'ai vu qu'en moins de 2 mois, ils ont appris très rapidement et ils ont acquis des aptitudes qui leur permettront certainement demain
de remplir correctement les différentes fonctions qui leur seront confiées. Le court séjour a eu un impact très positif sur ces nouvelles recrues. Nous avons compris qu'au-delà de la technique militaire, ce sont des jeunes qui ont appris ce qu'on pourrait appeler les valeurs militaires. Ça y est donc les valeurs de patriotisme, les valeurs d'endurance et aussi les valeurs de conscience citoyenne. À titre exceptionnel, une permission de quelques jours a été accordée aux recrues afin d'aller fêter en famille. De quoi esquisser alors quelques pas gymnastiques. Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants. C'est sous ce thème que la 22e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants a été célébrée. Tenez-vous bien, au Mali, les enfants travailleurs sont estimés à plus de 2 millions de personnes, soit un enfant sur 3. Comment changer les données? Aliou Abdoulaye Touré, réponse. Selon le rapport 2020 de l'Organisation internationale du travail, dans le monde, 160 millions d'enfants sont engagés dans le travail infantile. Au Mali, d'après les statistiques de l'INSAT, le travail précoce des enfants touche un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans, soit une estimation de 2,5 millions d'enfants. Cette journée est un cadre idéal pour mettre en lumière le sort des enfants travailleurs. Nous considérons donc la journée placée sous le thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants » est un moment pour tous ceux d'entre nous qui se sont engagés à mettre fin au travail des enfants, de démontrer que le changement peut être obtenu lorsque la volonté et la détermination se conjuguent. Le président du Conseil national du patronat du Mali a, au nom de son institution, donné l'assurance de ne jamais défendre les intérêts d'une entreprise qui fait travailler des enfants mineurs. Pour aplanir cette situation relative au travail des enfants, le gouvernement du Mali a mis en œuvre un certain nombre d'actions. L'élaboration d'une liste des travaux légers pour les enfants de 13 à 15 ans. La mise en place d'une feuille de route pour dynamiser le dialogue social en faveur de l'élimination du travail des enfants. La réalisation d'une étude sur le travail des enfants et enfin l'élaboration d'un nouveau plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants appelé PANETEM pour la période 2023-2027. Celui qui emploie en tout cas du personnel de maison comme ça doit veiller à ce que les aides ménagères soient correctement nourries, soient correctement vêtues, soient correctement logées et les soins de santé doivent être pris en charge. Au-delà de cela, nous avons déjà des branches de protection sociale, notamment la branche des prestations familiales qui est gérée aujourd'hui par l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, qui concerne le secteur privé. En plus de la présentation d'un sketch sur le travail des enfants, la célébration de cette journée a été l'occasion de lancer un appel à l'endroit des employeurs, travailleurs et du gouvernement afin qu'ils mutualisent leurs efforts pour lutter contre le travail des enfants. Et sur un tout autre plan, l'actualité est largement dominée par les préparatifs de l'Aïd el-Kébir aux fêtes de Tabaski. Et voilà le président de la transition qui fait des heureuses à travers ses œuvres sociales. Le colonel Assimi Goïta vient d'offrir à 200 veuves du camp de Kati des moutons et des kits alimentaires. La cérémonie de remise s'est déroulée à la place d'armes de Kati. On fait le point avec Aridjou Matina et Taeb Adjawakouya. En cette veille des fêtes de Tabaski, les œuvres sociales du président de la transition sont également centrées sur des actions de bienfaisance. Au total, 200 femmes veuves de Kati bénéficient chacune d'un mouton, d'un sac de riz de 50 kg et d'un bouton d'huile de 20 litres. Ces gestes de solidarité du président de la transition à l'endroit des familles militaires, cela s'appelle Opération Tabaski. Avoir une pensée aux familles démunies et salutaire, de surcroît offrir des moutons aux musulmans, veuves et orphelins de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte très symbolique et humanitaire. Le philanthrope français Raoul Foloro disait ceci: vivre, c'est aider à vivre. Il faut créer d'autres bonheurs pour être heureux. Cette assertion de M. Raoul Foloro
fut attendu et concrétisé ce jour par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'opération Tabaski, c'est venir en aide aux familles des veuves, des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Certes, les maris ne reviendront plus. Certes, les enfants ne reverront plus leur père, mais tout le monde sait que la Tabaski, c'est le jour où les enfants regardent dehors et disent « Papa n'a pas encore amené de moutons ». Les papas ne sont pas là, mais le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, sera le papa de tous ses enfants. Les femmes veuves, très émues en recevant ces dons, remercient le chef de l'État d'avoir pensé à elles et à leur famille à l'occasion de la fête de Tabaski. Nous, femmes veuves des Kati, nous ne cesserons jamais de remercier le chef de l'État pour son soutien à notre endroit. Nous donner de moutons, du sac de riz et d'huile pour faire la fête. Nous fait chaud au cœur, les mots nous manquent pour le remercier. D'autres opérations de remise dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition sont prévues. Et pour ceux qui sont à la recherche du mouton de Tabaski, n'hésitez pas à vous approvisionner sur les sites qui abritent la 15e édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons de Tabaski. Oui, justement, le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche, Youbaba, vient de lancer cette opération qui concerne environ 28 000 têtes de bélier cette année. Agibou Koulibaly était sur place. C'est le terrain municipal de Sogoniko en commune 6 du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement de la 15e édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons de Tabaski. L'opération vise à rendre accessible au plus grand nombre de familles du district de Bamako et des capitales régionales les moutons de Tabaski de qualité à des prix abordables, mais aussi à réguler les prix sur les autres marchés. Ça fait 15 ans que nous vendons les moutons. Le rouge est cédé entre 60 000 francs et 75 000 francs CFA et le vert entre 100 000 francs et 140 000 francs CFA. Avant de commencer le travail, le gouvernement nous autorise de marquer les moutons en couleur verte, jaune et rouge. Nous n'avons aucun problème. Nous collaborons toujours avec le gouvernement. Autre lieu visité par le ministre Youbaba, l'ancien terrain de football du Real au Badialan 1 en commune 3. Ici, c'est la satisfaction du côté des vendeurs et acheteurs. C'est pour au moins pour que tous les Maliens puissent avoir le mouton à bon prix pour la fête de la Tabaski. Je suis venu voir les moutons. Ils sont de bonne qualité, bien nourris et coûtent moins cher. J'exhorte les uns et les autres à venir ici. Selon le ministre Youbaba, cette vente promotionnelle se déroule dans un contexte particulier. Ici, on a des moutons pour 3 choix qui viennent principalement de Nyoro, de Djema, de Dara et de Nyono. C'est le lieu de féliciter les autorités qui ont permis la pérennisation de cette initiative, mais aussi de remercier les autorités de défense et de sécurité qui ont encadré cette opération pour cette année avec la crise multidimensionnelle. Et donc, ça a permis aux animaux de venir ici avec des affiches laissées passer. Donc, les éleveurs n'ont pas été inquiétés tout le long du trajet jusqu'à l'arrivée ici. Cette opération de vente promotionnelle de moutons de Tabaski a démarré le 19 juin dernier et s'achèvera le 27 juin prochain. Les régions concernées sont Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Donc on a toujours le temps. Opération Tabaski, toujours cette fois-ci avec Feed the Future Mali, Mali Sougouiriwa sur financement USAID, une vente qui se tient dans la cour de l'ex-CDM à Sévaré avec des prix qui oscillent entre 60 000 et 250 000 francs CFA. On appelle l'opération la foire au petit ruminant, une précision de Boubacar Sankari. Ce mouton que vous voyez coûte 250 000 francs CFA. Celui-ci vaut 60 000 et celui-là revient à 90 000. Ces moutons sont en effet venus de Koro, Bankas, Banyangara, Douanza, Yoru et Mopti. Nous avons quitté Koro pour cette foire. Le projet Amassa nous appuie pour nourrir et transporter les moutons jusqu'à Sévaré.
ce qui nous permet de réduire le prix de vente. Par exemple, un mouton de 100 000 francs, nous le vendons à 90 000 francs CFA. Cette foire aux petits ruminants ou opération Tabaski constitue une opportunité pour la mise en relation directe entre les vendeurs et les acheteurs sans passer par les intermédiaires. J'ai payé ces moutons à 85 000 francs CFA et j'ai trouvé le prix abordable. La présente opération a pour objectif de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la région de Mopti grâce à une croissance économique axée sur le marché et sensible à la nutrition et induite par l'agriculture. Cette vente promotionnelle de moutons qui dure 5 jours est initiée dans le cadre de l'activité Fut Futur Mali Sougouiriwa, une activité financée par l'USAID et exécutée par les ONG CARE et Amassa. Revenons à Bamako, je vous amène à Kati pour parler du lancement de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés et insecticides. Pour cette première phase, 5 régions sont bénéficiaires de l'eau de moustiquaires imprégnés. Il s'agit de Sikasso, Koulikoro, Kai, Mopti et Ségou. Suleiman Silibé. La lutte contre le paludisme reste une priorité pour le gouvernement de la transition. Pour mener à bien la lutte, plus de 20 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués gratuitement cette année aux Maliens. 10 millions de moustiquaires imprégnés et insecticides seront distribués pendant cette première phase de l'opération lancée par le ministre de la Santé et du Développement social à Kati Sananfara. L'objectif est d'éliminer le palu partout au Mali. Nous savons tous que le paludisme constitue un problème de santé publique, surtout chez nous au Mali. Donc le gouvernement du Mali, en commun accord avec les différents partenaires, donc nous avons mis en œuvre une distribution universelle pour pouvoir couvrir quand même l'ensemble de la population du Mali. Et une méthode de prévention du paludisme, ça peut protéger plus de 80%. Pour la réduction des cas du palu au Mali, le Catholic Relief Service appuie le gouvernement avec un montant de 22 milliards de francs CFA pour la période 2022-2024. Les innovations pour cette année sont d'abord l'introduction des moustiquaires dites de nouvelle génération et aussi la collecte des données qui seront digitalisées afin qu'on puisse suivre en temps réel cette distribution des moustiquaires. Le ministre de la Santé salue les partenaires techniques et financiers du Mali pour les appuis constants dans la lutte contre cette maladie qui touche beaucoup les enfants. La présente campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides permettra aux populations d'être protégées contre le paludisme à la veille de la saison de pluie. Au nom du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre chef du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la lutte contre le paludisme au Mali. La deuxième phase de la campagne de distribution débute en novembre prochain pour les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni. L'amélioration de la qualité de l'éducation des enfants de 6 à 12 ans, l'ONG internationale Right to Play s'y emploie depuis des années. Elle vient de lancer le projet Empower sur financement du Canada. 3 régions, à savoir Gao, Mopti et Badiagara, sont concernées par ce programme qui va durer 4 années. Batraoui. L'amour entre l'ONG Right to Play et la petite enfance continue et se renforce de jour en jour. La nouvelle expérience est le projet Empower qui vient d'être lancé. Soutenu financièrement par le Canada, le programme sera exécuté à travers 3 composantes dans les régions de Gao, Mopti et Badiangara. Il s'agit de l'amélioration des performances des organisations communautaires locales, l'accès accru à des opportunités d'apprentissage de qualité et le renforcement de l'action collective des organisations communautaires et des enfants. Au total, 37 546 enfants de 6 à 12 ans, dont 150 membres des organisations communautaires de base, 80 volontaires communautaires, 440 enseignants et directeurs d'école, 180 membres du comité de gestion scolaire CGS qui bénéficieront directement du projet. Je suis heureux d'annoncer que la solidarité manifestée par AMC Affaires mondiales Canada est d'une enveloppe financière de 3 266 156 900
60 francs CFA sur une période de 4 années. Ce projet s'inscrit pour nous, le Canada, dans une campagne que nous appelons Ensemble pour l'apprentissage, qui est un effort international de 3 ans visant à promouvoir une éducation de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie pour les réfugiés et les déplacés. Le projet Empower s'inscrit dans la dynamique du programme des priorités du gouvernement de transition. Le ciblage des secteurs concernés apporte une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires à la fois des départements de l'éducation, de la décentralisation, du développement social et de la solidarité et de l'action humanitaire. La mise en œuvre du projet Empower nécessitera l'implication effective de 60 écoles fondamentales, 20 centres d'apprentissage temporaire, 4 centres d'animation pédagogique et 3 académies d'enseignement des régions de Badiangara, Mopti et Gao. 29e session du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin de Bamako. Mamari Kone nous fait le point. Au cours de cette session, il s'agira pour les administrateurs de faire le bilan des activités menées courant premier semestre 2023. Nous avons organisé des sessions de renforcement de capacité. Nous avons organisé également des séminaires. Nous avons également mené des projets de recherche. Et pendant cette période également, nous avons eu à lancer notre 3e master, qui est le master en criminalité organisée, terrorisme et coopération pénale internationale. Et ce master dure 2 ans. Et nous sommes en train de nous préparer également en fait pour la 3e cohorte d'un master qui existe déjà au niveau de l'école, qui concerne le master en maintien de la paix et en reconstruction de l'État post-conflit. Le président du conseil d'administration salue le centre pour sa contribution à la construction d'une paix durable dans notre pays, dans le Sahel, en Afrique et dans le monde. Les opérations de paix des Nations Unies jouent un rôle déterminant pour ce qui est d'assurer la sécurité et de consolider la paix. Pourtant, ces opérations sont confrontées à plusieurs défis qui minent leur capacité à remplir convenablement leur mandat. Les solutions politiques sont souvent absentes et les missions semblent avoir des mandats qui manquent d'orientation et de priorités claires. Après avoir exprimé l'adhésion de notre pays aux conclusions et recommandations du rapport Brahimi sur les opérations de maintien de la paix, il a donné quelques orientations à l'école dans le cadre de ses activités. L'école de maintien de la paix doit offrir des programmes qui s'allient non seulement sur les agendas et priorités des organisations responsables des questions de paix et de sécurité, mais aussi qui s'adaptent de façon dynamique aux exigences du nexus paix, sécurité et développement. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin de Bamako est un centre d'excellence de la CEDEAO. À ce titre, elle joue un rôle crucial dans la promotion de la culture et de la paix sur le continent. 11 pays siègent au conseil d'administration de l'école. Le maire du district de Bamako préside la 2e session ordinaire 2023 du conseil du district de Bamako. La situation d'assainissement de la capitale, l'examen et l'adoption du plan climat et la présentation du budget additionnel de 2023 seront les points d'échange au cours de cette session. Inaba nous en parlera au cours de ce journal probablement. La 22e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali est axée sur le rapport d'activité de la dernière session et l'adoption du plan d'action de 2023, nous disent Ibrahim Kaoukonate et Aruna Djara. Au cours de cette session, les élus consulaires des chambres des métiers du Mali ont adopté le compte rendu de la dernière assemblée, évalué le plan d'action de 2022 et adopté le budget de 2023-2024. Des efforts importants ont été déployés par les responsables des chambres des métiers et des conférences régionales des chambres des métiers afin de faciliter la participation des artisans à des formations professionnelles, à des foires et expositions au niveau local, national et international. Nonobstant les sanctions des organisations sous-régionales et les conséquences de la maladie à coronavirus, les artisans ont bénéficié d'un appui du ministère des tutelles pour participer au CIAO. Cette rencontre statutaire a permis aux élus consulaires de discuter du prochain SIAMA et le renouvellement des organes des chambres. Je puis vous assurer que mon département prendra toutes les dispositions nécessaires pour donner une nouvelle impulsion aux activités du secteur de l'artisanat à l'occasion de ces grands rendez-vous. Pour le cas particulier du SIAMA,
Les prochains mois seront intenses en activité de préparation de l'événement qui demeure certainement un cadre propice pour la valorisation des produits et services artisanaux maliens et étrangers. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire des élus consulaires disparus à Bamako, Kajolo et Sikasso. Avec 5 délégations régionales, 19 caisses et environ 754 agents, c'est dans un contexte particulier que l'institution de microfinance Kafodji-Guinée a tenu sa 34e assemblée générale. Pourquoi donc? Réponse avec Abdul Karim Kaba. La digitalisation, l'adaptation des services de Kafodji-Guinée aux besoins des sociétaires, bref, le progrès avec un bénéfice de plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la moisson de l'année 2022 de Kafodji-Guinée. Ces performances sont aussi tributaires à la nouvelle dynamique insufflée à l'institution par l'arrivée d'un nouveau dirigeant élu à travers le pari joué pour la première fois et le pari réussi des élections libres et transparentes de tous les organes de gestion et de surveillance de Kafodji-Guinée. De sa création à Kaniko, dans la région de Koutiala en 1987, à nos jours, l'institution de microfinance connaît des progrès dans toutes ses composantes, notamment le service, le sociétariat et le résultat. Cette démarche pour soulager la population est saluée par le représentant du département de l'économie et des finances. Je voudrais saluer l'institution pour le respect de cette tradition qui est conforme à ses statuts ainsi qu'à la loi 1003 du 20 mai 2010 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Mali. À travers sa perpétuation, Kafodji-Guinée fait preuve d'une grande transparence qui entoure sa gestion. Ainsi, cette problématique revêt une importance particulière dans les perspectives de développement durable de notre économie nationale. Cet instant de rencontre est un cadre parfait d'encourager et de récompenser les meilleures caisses. Dans l'ordre, les 5 premières sont Koumantoum, Nyena, Kajolo, Kolondjeba et Sikasso. Rencontre des communes minières du Mali, un cadre d'échange entre élus locaux, institutions en charge des mines et collectivités. Mariam Kouni nous en parle. Permettre aux collectivités de rehausser davantage les investissements sur les revenus miniers avec l'accompagnement des services techniques de l'État, c'est à cela que s'attellent les participants à cette rencontre des communes minières du Mali. Pour cet exercice-là, nous allons apprécier ensemble les contraintes juridiques, les contraintes financières, les contraintes administratives, afin qu'ils ressentent ce surplus dont vous bénéficiez des ressources, cette contribution de plus que l'État vous apporte en termes de patentes qui sont payées par les sociétés minières et qui doivent être ressenties dans le quotidien et dans la vie des populations tous les jours. Quelle stratégie faut-il adopter face à la réglementation fixant le taux de répartition des budgets des collectivités? C'est le thème de cette année. Selon les organisateurs, il s'agit d'investir jusqu'à 40% des ressources propres des collectivités dans les secteurs sociaux de base, une nécessité pour que l'or brille pour tous les Maliens. L'objectif recherché en réalité pour la rencontre des communes minières, c'est de faire en sorte que les communes puissent être en réseau, pour leur permettre donc de débattre des préoccupations, mais aussi de trouver des solutions aux différents défis qui s'opposent à ces communes liées à l'exploitation de l'or. Et les stratégies que nous avons développées, c'est surtout comment il faut renforcer ces réseautages, mais aussi mettre à la disposition des collectivités toutes les compétences nécessaires dont ces collectivités vont avoir besoin pour leur permettre de faire face à leurs défis. Les recommandations qui sortiront de cette rencontre serviront d'outils de discussion pour les prochaines réformes liées au secteur minier au Mali. Retrouvons à présent Inaba qui va nous parler de la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil du district de Bamako. La deuxième session ordinaire 2023 du Conseil du district est consacrée essentiellement à l'examen du budget additionnel, l'état d'assainissement de la ville de Bamako. L'innovation cette année est l'examen et l'adoption du plan climat. L'outil que nous avons développé, c'est un plan climat
qui est à l'horizon 2030-2035, voire 2050. Donc c'est un ensemble de dispositions qui ont été énumérées dans cet outil-là et qui a une vocation prospective, qui a une vocation de long terme. Donc les actions d'urgence relèvent toujours des directions comme la protection civile et autres, mais aujourd'hui, à travers ce plan d'action, ça nous permet quand même de préfigurer les investissements structurants qui peuvent être menés à l'échelle du district et du Grand Bamako pour justement empêcher les inondations et d'autres nuisances auxquelles les populations du district de Bamako seront confrontées. Malgré le contexte difficile, les membres du conseil du district sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions à ces difficultés. En analysant la situation financière en mi-parcours de l'année, elle n'est pas du tout réjouissante. C'est qu'il y a une alerte pour l'ensemble des services de recettes qui doivent doubler d'ardeur pour atteindre les objectifs et surtout à la commission finance de nous dire concrètement qu'est-ce qu'elle devrait faire pour améliorer l'état de nos recettes. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations seront formulées, notamment l'amélioration des recettes de la mairie, l'adoption du plan climat par le conseil du district de Bamako. L'ANPE lance son projet Business Plan et remet des kits auto-emploi à 300 jeunes des régions du Sikasso et Ségou. Il s'agit des jeunes en situation ou en risque de travail dans la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement en apprentissage dans les deux régions. Le projet est cofinancé par l'Union européenne. Suleiman Sidibé, reportage. Après leur formation en montage de plans d'affaires et dans la gestion d'entreprise, l'ANPE accompagne 300 jeunes des régions de Sikasso et de Ségou. Pour leur insertion socio-professionnelle, ils reçoivent des kits afin de bien mener leurs activités génératrices de revenus. Les compétences données ainsi que les kits qui seront mis à notre disposition vont beaucoup contribuer à améliorer la qualité de nos prestations pour satisfaire nos populations. Ils vont aider à créer beaucoup d'emplois et éviter l'exode rural. À travers ces projets, l'ANPE et ses partenaires veulent éliminer le travail des enfants. Il s'agit donc à l'échelle de ces 300, une sélection a été faite autour de 280 et les 280 ont été répartis en groupements d'intérêts, surtout économiques, mais aussi en ce qui concerne les filières porteuses, mais aussi la sensibilité à s'associer au niveau de la société. Nous avons fait au moins 71 ateliers sur lesquels donc 71 business plans ont été validés et seront soumis, bien entendu, au financement. Les jeunes, quand on regarde ce qu'ils attendent, partout, au Mali comme ailleurs, dans les autres pays, c'est de pouvoir exprimer leur créativité, effectuer un métier qu'ils veulent, qui leur permette de vivre décemment, de pouvoir contribuer au développement économique et social de leur pays. Et souvent, quand ces aspirations à cette vie meilleure, à cette contribution au développement de leur pays ne trouvent pas d'opportunité, alors ces aspirations elles se transforment en frustration. Quant au ministre de l'Entrepreneuriat national, il invite les bénéficiaires à plus de responsabilités dans la gestion de ces kits. Je tiens à préciser que leur responsabilité est capitale dans la poursuite des projets similaires à travers le mécanisme de revolving. Vous devez constamment vous rappeler que le fait d'être choisi n'est pas un avantage, mais plutôt une exigence supplémentaire pour faire face aux défis à relever. Ces bénéficiaires vont contribuer à améliorer les conditions de vie de leurs localités respectives, mais surtout de participer à mettre fin au travail des enfants dans la chaîne de valeur du coton et de l'habillement au Mali. 2 années et demie d'activité pour le projet VSBG de Plan Mali. L'heure est au bilan. Mamadi Alioubari, correspondance. Cette rencontre d'échange sur le projet et répondre aux besoins critiques des VSBG exacerbés par le Covid-19 et son partenaire Plan Belge a pour objectif de rendre compte de la mise en œuvre du projet aux parties prenantes du secteur et au public afin d'identifier de manière participative les mesures de pérennisation des acquis du projet. On a même dépassé l'objectif recherché. Nous aimerions dire quand même aux bailleurs de fonds que la population demande vraiment que les activités aient lieu à présent parce que nous avons légué beaucoup de choses avec eux.
il demande à ce que cela soit pérennisé. Il ressort de cette rencontre que le projet VSBG du plan Mali-Kita a mené plusieurs activités dans la région qui sont, entre autres, promouvoir les capacités des filles, des femmes et de leur communauté à mettre en place des environnements résilients. Il s'agit aussi d'assurer un accès aux soins holistiques et de qualité aux survivants via le projet. Comme valeur de plan international, travaillons bien ensemble. Chaque acteur et partenaire de ce projet a contribué efficacement à l'atteinte des objectifs. Témoigner toute ma gratitude à l'ONG Plan International pour avoir contribué à bâtir l'architecture de la protection de l'enfant nécessaire à la réalisation de cet important projet d'urgence. Au cours de cette rencontre, les participants venus de Saboula, Souransan, Djidjan et Namala ont échangé sur les réalisations faites par le projet, les perspectives permettant d'assurer la valorisation des acquis du projet VSBG Covid-19 dans la région de Kita. Et grand merci à nos téléspectateurs de Kalali et de Bourem. Je vous retrouve demain, 20h, j'espère. Bonne soirée à tous et excellente suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.